Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité avec l'ami Ker. On va vous faire les petites news de la semaine. Il y a des trucs sympatoches, des trucs moins sympatoches, on vous en parle. Mais bien sûr, salut Ker, et tu vas pouvoir nous parler de ce que tu préfères, c'est-à-dire du point pognon de dollars. Salut à tous, salut mon cher Greg. Bah oui, je vais pouvoir parler de pognon avec un week-end box-office, ma foi, assez moyen. On est dans la période creuse, hein, vraiment, de l'année, enfin une des périodes creuses de l'année, avec un box-office très faible. Et La Nonne qui avait été en tête, La Nonne 2, hein, énième spin-off de Conjuring sans intérêt, comme je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, a été en tête pendant 3 semaines. Et là, La Nonne s'est fait dégager de son trône par la Patte Patrouille, qui est le plus gros succès de la semaine. Il y avait allez, 3 grosses sorties et c'est Pat Patrouille qui a gagné avec seulement 22 millions de dollars récoltés sur le week-end, donc c'est assez peu. Il devance Sodis qui est à 18 millions de dollars. Et, et ça, pour ceux qui attendent énormément le film et qui espéraient que ce soit un succès, eh ben, c'est mal barré. The Creator, le nouveau film de Gareth Edwards, qui est à 14 millions seulement de dollars sur son premier week-end, 32 millions à travers le monde. C'est un gros bid. En tout cas, son démarrage. Le film a coûté 80 millions au bas mot, plus la com, donc très peu de chances qu'il soit rentable. Dommage, les critiques sont plutôt bonnes. D'ailleurs, si vous l'avez vu, hein, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter dans cette période creuse, mon cher Greg? J'ai envie de te dire non, c'est toujours Barbie en tête du box-office de l'année devant Super Mario Bros, Oppenheimer en 3, Les Gardiens de la Galaxie 3 en 4 et Fast and Furious 10 en 5, qui paradoxalement avec seulement 700 millions de dollars et les grandes ambitions qu'avait Vin Diesel notamment sur le film, et t'as on va dire un semi-échec quand même. Et en termes de critique, un bel échec. Et voilà pour le point pognon, mon cher Greg, un peu court. Pourquoi? Parce qu'on reparlera pognon dans la vidéo avec des nouvelles moins chouettes. Et avant que tu te lances dans ta première news, mon cher Greg, permets-moi, et je sais que tu me le permets, de dire bonjour au tipeur Alou Célian échelon 3. Alors figure-toi que les 2 premiers échelons étaient aussi tipeurs et on les salue de génération en génération. Christophe D, X Gragul, Kéros, Mili, Mouloud, Bakou, Flonul, Jindo, Matezo, le rôdeur, Marquis et tous les autres. J'ai au moins massacré la moitié des pseudos des tipeurs. Pas la moitié des tipeurs. Et c'est déjà bien. Donc voilà. À toi mon cher Greg pour la première news. Et du coup, eh bien, il y a Discovery+. Alors Discovery+, c'est quoi? Donc vous vous souvenez, il y a eu la fusion entre Warner et Discovery qui a donné donc Warner Discovery maintenant, qui a notamment Warner, qui a HBO, qui a Max. Eh bien, la plateforme de streaming Discovery+ a annoncé que son tiers payant pour ceux qui ont de la publicité, donc c'est le tiers le moins cher, allait augmenter de 2 dollars par mois et passer donc de 7 dollars, 6,99 à 8,99, ce qui est quand même une très grosse augmentation de un tout petit peu moins d'un tiers du coup, et ça à partir du 3 octobre. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que ceux qui ont l'abonnement Warner, Max, etc. sur Amazon Prime aient une augmentation de leur abonnement potentiellement début d'année prochaine, dès fin d'année, j'ai envie de dire c'est à voir. Et puisqu'on est en train de parler d'abonnement des streamers, eh bien Wall Street Journal pense qu'il va y avoir une augmentation également de Netflix dès la fin de la grève, avec du coup une augmentation qui n'a pas de chiffres, puisque ce n'est pas une annonce officielle, mais ils tiennent ça de leur source. Ça veut dire qu'après, Amazon qui augmente, Disney qui augmente, Discovery qui va augmenter, et Netflix qui semble encore augmenter, eh bien, j'espère qu'à votre travail, vous allez pouvoir demander une prime de fin d'année si vous voulez garder tous ces sites, enfin toutes ces plateformes de streaming. Sinon, ça va être compliqué parce que là, ça a l'air d'être basé sur à peu près tous les 2 ans. Paf, on augmente de 20%, 20-25%. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon cher Car? Euh, bah,
Je pense que c'est un sujet de vidéo à lui tout seul et on en parlera plus tard et notamment dans une vidéo qu'on vous prépare sur la pub qui arrive sur les plateformes. J'en pense que c'est l'annonce là de Max de monter l'abonnement de Max avec pub de 2 euros par mois. C'est pas du tout un bon message envoyé là. Parce que moi, bon, on en reparlera dans la vidéo avec pub, mais moi je pensais que au contraire, ils allaient inciter de plus en plus les abonnés à se tourner vers le service avec pub pour en augmentant grandement les formules d'abonnement sans pub. Parce que la pub rapporte, etc. Et là, en fait, ils augmentent aussi le prix avec pub, mais en fait, on va pas s'en sortir. Là, on va se manger de la pub, plus de l'abonnement toujours plus cher. Et c'est quoi l'étape suivante? C'est encore plus de pub et un abonnement encore plus cher. Bon, on en reparlera, mais tu as parlé de Netflix. Eh ben moi, je vais enchaîner, mon cher Greg, si tu le permets, puisque tu as parlé d'une augmentation du côté de Disney. Elle est vénère. Elle est prévue aux États-Unis pour l'instant. Donc globalement, ce qu'on peut dire, alors, ça ne concerne que les États-Unis, hein, mais s'il y a une augmentation aux US, on peut imaginer qu'il va y avoir une augmentation en France aussi plus tard. Donc Disney Plus, le premium sans pub, va passer à 14 dollars par mois, donc c'est une augmentation de 3 dollars quand même. Hulu sans publicité, donc Hulu aux US ça existe, en France ça n'existe pas. En France c'est Disney Star, donc c'est inclus dans Disney Plus. Donc ça nous occupe pas, mais globalement Hulu va aussi prendre 3 dollars dans la tronche. Ça va faire passer Hulu à 18 dollars. Et là où c'est inquiétant, c'est si Hulu du coup perd beaucoup d'abonnés. Qu'est-ce qui va arriver aux séries qui se trouvent sur Hulu? Et alors il y a Only Murder in the Building notamment, mais il y a une série qui est sur Hulu et que moi j'adore, c'est The Bear, et il faudrait pas que The Bear saute. Et ESPN Plus va EP d'1 dollar pour passer à 11 dollars par mois. Donc voilà, il y a des grosses augmentations du côté des plateformes de streaming, donc ce que tu appelles les streamers. Et puisque je parle de Disney Plus a reconfirmé qu'il mettait un terme au partage de comptes. Et là, véritablement, ils ont lancé la machine, puisque c'est déjà en place au Canada. Ça va arriver aux États-Unis plus tard. Et là où c'est intéressant, c'est que dans les mails envoyés par Disney Plus à leurs abonnés canadiens, il y a une sorte de menace concernant ceux qui continueront de partager leur compte. Alors au niveau des conditions générales d'utilisation, on ne sait pas trop pour l'instant, ça reste assez flou. Mais globalement, Disney dans le mail dit qu'il pourrait y avoir une limitation du service, voire une coupure totale du service si l'abonné partage son compte et que Disney s'en rend compte. Du coup, moi, ce qui m'étonne, c'est ils vont faire quoi? Ils vont littéralement clôturer l'abonnement d'une personne, lui couper l'accès alors qu'il a payé, par exemple, pour un an. Waouh, c'est un peu brutal. Et du coup, s'ils font ce genre de truc à des gens qui potentiellement partagent les comptes, ben, il y a tout intérêt à arrêter de prendre des abonnements à l'année. C'est un risque de ouf. Ceci étant dit, Bob Iger, donc le PDG de Disney, a expliqué que lui, ce qu'ils aimeraient du côté de Disney+, c'est trouver une solution pour permettre aux abonnés qui payent de pouvoir partager leur compte contre, bien évidemment, des frais. Donc ça serait une sorte de ce que fait déjà Canal ou de ce que fait aussi Netflix. Donc en fait, Disney est clairement en train de marcher dans les pas de ceux qui ont déjà mis un terme au partage de comptes et qui avant faisaient bien évidemment la publicité, se vanter de partager les comptes. Bon, bah, cette ère-là est définitivement terminée. T'en penses quoi, toi, de la fin du partage de comptes et des possibles sanctions de Disney ? Eh ben écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. Ce qu'on sent, c'est que Disney, comme on dit dans le monde du business, hein, dans le monde très petit du monde de Disney, Disney Channel, Disney+, on dit never fuck with the mice, ce qui veut dire, eh bien, gare à toi, ne vole pas le fromage de la souris, sinon elle te mordra les doigts.
c'est une traduction approximative. Et du coup, c'est exactement ça. Hein. Disney, on sait qu'ils sont très très durs sur les droits. On sait qu'ils n'ont pas eu peur. On l'avait couvert en news il y a quelques temps de carrément avoir une coupure de leur chaîne du câble pour certains providers s'ils se mettaient pas d'accord sur l'argent. Disney, ils rigolent pas. Le truc, c'est qu'il y a une certaine différence à le faire dans le business entre deux entités et de le faire avec le grand public et la famille qui a juste partagé le compte à sa fille qui est à l'université. Ouais, on va voir comment ça se passe, mais c'est sûr que Disney prend de plus en plus une espèce de part, une espèce de place de grand méchant qui est un peu étonnante vu que c'était un peu la plateforme de notre enfance, quoi. Enfin, la marque de notre enfance. Quelles sont tes autres news, mon cher Kerr? Je vais vous parler de DC Comics maintenant, les amis, avec des annonces de James Gunn sur la suite de son fameux DCU et le premier chapitre, Gods and Monsters, qui va commencer avec Superman Legacy en 2025 au ciné et à la télé avec une série animée qui s'appelle Creature Commandos, donc en 2024. Et James Gunn, il parle beaucoup sur Twitter, vous le savez, et il a donné des infos. On sait maintenant que le personnage de Blue Beetle reviendra. Alors, on ne sait pas dans quel contexte. Est-ce que par exemple le personnage apparaîtra dans la série animée et puis juste l'acteur prêtera sa voix? C'est possible. Sachez que Blue Beetle est considéré comme le premier personnage du nouveau DCU de James Gunn, mais que le film Blue Beetle, où il apparaît, n'est pas dans le DCU de James Gunn. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, et vous allez voir que c'est loin d'être simple avec le lancement de ce DCU, puisque James Gunn a confirmé que Peacemaker, alias John Cena, reviendrait, que Vigilante, un autre personnage de la série Peacemaker, interprété par Freddy Stroma, reviendrait aussi, qu'Amanda Waller serait de retour dans la partie. On pensait qu'ils allaient doubler dans Creature Commandos, ce qui est fort possible. Mais James Gunn est allé plus loin et avec la fin de la grève des scénaristes, il a annoncé que la saison 2 était en cours d'écriture. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que lors de l'annonce du DCU, Peacemaker saison 2 avait été un peu mis de côté pour plus tard. Il y avait notamment un focus sur le spin-off sur Amanda Waller qui, alors avec James Gunn, on sait pas parce qu'il avait l'air de dire que le spin-off sur Amanda Waller était une sorte de saison 2 de Peacemaker, mais pas réellement la saison 2. Donc là, il dit que la saison 2 est à l'écriture. Est-ce qu'il parle d'Amanda Waller ou est-ce qu'il parle vraiment de la saison 2 de Peacemaker ? Croisons les doigts, vu qu'il dit Peacemaker saison 2, en espérant que ce soit vraiment Peacemaker saison 2, qu'il ait revu un peu ses plans. Un truc qui est vachement intéressant, c'est que Peacemaker donc, fait bien partie du DCU, que ce qui va se passer dans la saison 2, il y avait un ou deux mots de trop, mais c'est pas grave, ce qui va se passer, là j'ai réussi, dans la saison 2 de Peacemaker sera bel et bien canonique dans le DCU pondu par James Gunn. Par contre, mystère du contenu de la saison 1. Est-ce que l'intrigue qui se déroule dans la saison 1 de Peacemaker, qui a été fait notamment par James Gunn, et qui était avant le DCU, sera canonique dans le DCU? Pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est un beau chantier. Ceci étant dit, quand la machine sera lancée, je pense qu'on verra le plan de James Gunn et qu'il n'y aura plus de problème avec l'avant James Gunn et l'après James Gunn. Enfin, le moment où le DCU est lancé. Là, on est vraiment dans une phase de transition. C'est le foin total. Il y a des rumeurs partout, des infos qui tombent. C'est un peu trop tôt pour y voir clair. D'autant plus que l'avant James Gunn n'est officiellement pas terminé, puisque Aquaman 2, qui sort en décembre, du coup n'est toujours pas sorti et lui ne fait pas partie du DCU. Ceci étant dit, Jason Momoa, lui, fait partie du DCU. C'est formidable. À toi, mon cher Greg, t'en penses quoi du foin de DC ? Moi, je sais que t'es moyennement chaud sur James Gunn. Moi, j'y crois, mais bon. Écoute, moi, est-ce que j'ai envie de lui donner sa chance ? La réponse est il faut donner sa chance à tous les projets. Mais est-ce que oui ou non, là tout de suite, on est en train de se dire que ça part dans le bon sens ? J'ai envie de dire certainement pas. Flash, il avait dit que c'était un très bon film qui était très bien parti. La réponse est le film est extrêmement médiocre. Le film laissait la place à l'apparition d'un multivers qui aurait pu être une vraie première piste. Ils auraient pu faire un petit peu de scène post-générique à droite à gauche pour un peu lancer les choses. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est le boxon.
C'est-à-dire que c'était le boxon juste avant qu'il arrive avec Henry Cavill qui arrive et qui dit bah, moi je vais être le nouveau, enfin qui a carrément une scène avec son costume où il dit je vais être le nouveau Superman et finalité l'acteur doit annoncer qu'en fait il ne sera pas dedans. Ensuite, ils arrivent, je parle de Safran et de James Gunn, et là, on a une succession de productions qui sont plus que médiocres, voire nulles. Oui, vous allez me dire, ils n'étaient pas à la préparation des projets. Oui, mais ils ont effectivement complètement le droit de aussi commander des reshoots, reporter les films. Là, pour l'instant, on ne voit que du médiocre. Donc non, mon cher Kerr, je ne suis pas particulièrement hypé. J'enchaîne avec une news qui est une news un petit peu business, mais un petit peu pour vous donner un petit peu l'état des lieux sur les IA et les studios. Il y a une grosse compagnie de conseil auprès de beaucoup de majors de studios qui s'appelle Ben Co. Et Ben Co est en train de faire un rapport sur les IA et l'utilisation. Donc c'est une société qui est vraiment soumissionnée par les studios et qui leur a donné le rapport suivant qui dit qu'il faudrait rejeter la voix avec les IA en tête de proue et qu'au contraire, il faudrait utiliser cette technologie et de la cantonner à du support, qu'en gros, il faut utiliser l'IA pour faire des économies de temps et de travail de piste ou d'automatisation de tâches, mais surtout pas favoriser le tout IA. Et c'est assez intéressant parce que du coup, c'est des entités, Ben Co, je ne les connais pas, mais c'est des entités qui sont... Enfin, je ne les connaissais pas avant cette news. C'est des entités qui ont vraiment pour but uniquement de gagner du brousouf. Et si elle en vient à la conclusion que mieux vaut pas utiliser l'IA, c'est qu'il y a potentiellement une voie peut-être du milieu, quelque chose qui pourrait être vraiment à la fois, certes, certains jobs qui disparaîtraient par l'IA parce que elle le ferait, automatiserait, le ferait mieux, mais en même temps, l'humain qui veut préserver le fait que les pistes d'idées, l'écriture, les émotions, elles ne sont pas générées par IA, mais par vraiment des humains. C'est peut-être ça le chemin à emprunter pour un certain temps, mais en tout cas, je trouve ça très positif. Et j'enchaîne par deux autres petits messages autour justement des IA. Et là, je trouvais ça marrant puisque ça connectait un peu avec les choses. Il y a avec ça, il y a Tom Hanks qui expliquait qui a dû faire un message pour dire attention à toutes les publicités avec des versions de moi parce que ce n'est pas moi. Visiblement, il y a une campagne de pub pour la promotion de plans dentaires pour se refaire les dents aux États-Unis qui a été fait d'après THR et où ils utilisaient de l'IA pour refaire Tom Hanks. Et donc Tom Hanks a dit c'est pas moi, faites attention. Il y a la fille de Robin Williams qui a demandé à ce qu'on arrête d'utiliser des IA pour recréer la voix de son père parce que ça l'a perturbé plus que grandement. Donc on a d'un côté le business qui a l'air de comprendre un petit peu, et de l'autre, on a visiblement les problèmes très concrets d'arnaque, de personnes qui n'ont pas envie d'entendre la voix de leur défunt père raconter des blagues générées par quelqu'un quelque part dans une cave. Ça continue de bouger, on verra jusqu'où ça va. Ça te fait penser à quoi, mon cher Car ? Rien de positif, mon cher Greg, rien du tout. Et sur Robin Williams, je trouve ça terrible. Vraiment que la fille de Robin Williams soit obligée de dire dans les médias que elle est écœurée par l'utilisation des IA pour refaire la voix de son père. Enfin, voilà. Bref, moi je vais vous parler d'une autre personne qui a décédé, c'est Michael Gambon, je ne sais pas comment on dit, je suis navré. L'acteur irlandais donc qui jouait Dumbledore dans Harry Potter à partir du troisième, puisque c'était Richard Harris qui jouait Dumbledore dans les deux premiers films, et Richard Harris est décédé avant la sortie du deuxième, donc Michael Gambon l'avait remplacé. Voilà, il avait commencé sa carrière dans Othello, on l'avait vu aussi, c'était la version anglaise de Commissaire Maigret, et ensuite donc de Dumbledore, et il a eu de vibrants hommages des fans d'Harry Potter et un magnifique message de Daniel Radcliffe qui jouait Harry Potter. Donc Daniel Gambon est décédé d'une pneumonie à 82 ans le 27 septembre. Ça a été annoncé le jeudi 28, donc je suppose que c'était le 27.
Voilà, mon cher Greg, pour cette triste nouvelle. C'est le moment, tiens, pour parler d'autre chose, de vous faire le petit point. C'est sorti. Donnez-nous votre avis. Vous avez vu un truc récemment à la télé, au ciné. Vous voulez nous dire ce que vous en avez pensé. Allez-y, hein, il y a notamment la sortie du film français avec Romain Duris qui s'appelle Le règne animal, qui m'intrigue pas mal. La saison 3 de Lupin. Loki, on va en parler sur la chaîne, mais vous pouvez déjà commencer à donner votre avis. La roue du temps qui se termine également le 6 octobre. Donc la vidéo est déjà, enfin la saison est terminée quand vous regardez cette vidéo normalement. Donc voilà, il y a aussi la fin de Ahsoka, la fin d'Only Murder in the Building. Grosse première semaine d'octobre, hein, mon cher Greg, en termes de contenu. Et début octobre, mon cher Greg, c'était aussi, figure-toi, le lancement de la 35e saison des Simpsons. Voilà, toujours sur la Fox. Donc, 35 ans. Et les enfants, Maggie, Lisa et Bart n'ont toujours pas grandi. Incroyable. Autre news, ça va concerner Community, la série qui va devenir un film. Hein. C'était un running gag et ça devient une réalité. Dan Harmon, le créateur, a dit que au départ, ils avaient prévu de tourner le film Community à Atlanta pour permettre à Donald Glover, qui est du casting vraiment celui qui a le plus explosé et qui a des demandes à n'en plus finir, avec Alison Brie, mais Donald Glover est quand même au-dessus. Et ben, ils avaient décidé de faire le film à Atlanta pour lui permettre d'être présent, puisque Donald Glover est d'Atlanta et il y est très souvent. Il a notamment fait la série Atlanta, hein, c'était dans le titre, donc ça vous donnait un indice. C'est un peu comme Shyamalan avec Philadelphie, il y est toujours. Que suite au retard dû aux différentes grèves, et ben, pour l'instant, le calendrier du tournage était stoppé. C'était le grand flou sur le film Community, mais il est toujours prévu. Voilà mon cher Greg. Et avant de te rendre la parole, je vais te donner une information de taille. Attends, parce que moi j'aimerais bien réagir à Donald Glover Vas-y. et sur Atlanta. En gros, Donald Glover a réagi a donné une interview il y a 2-3 semaines et où il expliquait justement qu'est-ce que c'était que son expérience sur Community, et il disait que en fait ce qu'il avait surtout appris c'était la réactivité, savoir improviser et en fait donner sa première impression sur une scène, puisque souvent le showrunner leur communiquait les scripts quelques heures avant le tournage, le soir d'avant, mais vraiment toute dernière seconde. Et du coup, quand on lui parlait du film, il disait bah oui, on a tous dit d'accord sur un pitch, mais on n'a pas vu le bout du commencement d'un script. Mais personne ne s'inquiète, puisque visiblement ce showrunner a l'habitude d'arriver sur le tournage avec le script. C'est juste hyper inquiétant, hein, parce que sur la base du script, en fait, du coup, les équipes de production regardent où est-ce qu'il faut tourner, combien de jours de tournage ça va être pour pouvoir tenir dans les budgets, est-ce qu'il faut des voitures, est-ce qu'il faut des avions, enfin tout ça, ça part d'une histoire en fait. Et donc, je suis quand même très curieux de savoir comment ce film va s'en tirer, parce que c'est pas beaucoup plus compliqué de s'en tirer à la dernière seconde et à l'impro sur un film que sur une série, surtout sur une série où les décors ont été construits une fois au début de la saison et après on place la caméra où on veut. On verra. On verra. Community était une série exceptionnelle. J'espère qu'elle Pas aura sur un la film fin, de hein. ce niveau. La dernière saison était très très laborieuse, hein, j'ai trouvé. Ah oui. Ah Vraiment. oui, j'ai mis largement plus qu'une année pour la regarder. Ouais, c'était dur. Et puisqu'on parle de Community, rappelez-vous du personnage de Pierce Hawthorne, donc qui était joué par Chevy Chase. Il avait quitté la série en claquant la porte, en disant tout le mal qu'il pensait de la série, notamment du personnage qu'il incarnait. Chevy Chase, bien des années après, hein, puisque ça fait un paquet d'années maintenant que c'est terminé, il en a toujours gros sur la patate, et là récemment il en a remis une couche. Donc on va pas le voir dans le film lui. Et alors le truc que je voulais te dire, mon cher Greg, Est-ce qu'il a dit, quand tu dis il en avait gros sur la patate, est-ce qu'il s'est adressé à la caméra, il a dit j'en ai gros? il a dit big on the potatoes. Il a dit comme ça. Là, ça veut dire que tout est fini. Exactement. Ma question, mon cher Greg, connais-tu Charlie Closer? Honnêtement.
Si tu sais pas, je ne vais pas te considérer comme un bolos, car tu n'es pas un bolos, tu es mon ami. Bah, Mais connais-tu Charlie Closer? est-ce que c'est celui, parce que tu closer, donc il y a une question de distance, et du coup je me dis, est-ce que c'est Charlie où es-tu? Celui qu'on cherchait Non, pas dans les du tout, magazines? parce que je massacre probablement son nom. Ça se dit peut-être pas Closer, ça se dit peut-être Closer. Bref, Charlie Clouzet, eh ben, c'est le compositeur américain qui a composé le plus de films dans une même franchise de toute l'histoire du cinéma. Il vient de détrôner John Williams, qui était le détenteur du record avec 9 films Star Wars, et Charlie Closer a réalisé la musique de 10 films d'une franchise tout aussi respectable que Star Wars. Non, je rigole, c'est Saw, c'est le mec qui a fait la musique des 10 Saw. Et donc du coup il vient de détrôner John Williams. Eh, et comme les Saw ils ont prévu d'en faire 27, et ben le mec, mais à la fin, enfin je veux dire, il sera là en train de danser, wouh wouh, John Williams, je te supe, bah tiens. Et voilà, donc c'était Charlie Clouzet. Bravo à toi mon Est-ce que cher c'est le GOAT? Charlie. Est-ce que Ceci dit, j'aime bien le thème de Saw, le premier Saw. est-ce qu'on peut dire de lui que c'est donc le greatest of all time? Yes, c'est le GOAT. C'est le J'ai un Michael t-shirt du Jordan GOAT. de J'ai la un BO. t-shirt du GOAT en basket. Alors pour ceux qui demandent, c'est pas LeBron James, ça, c'est Michael Jordan. Et là, ben, on parle du GOAT de la musique de film. Tu viens de dire que le GOAT, c'est LeBron James? Non, le GOAT, c'est Michael Jordan. On est d'accord que tu as dit l'inverse là il y a 2 secondes. Non, pas du tout. Donc on a Tu l'extrait ne m'auras vidéo. pas. Non, même avec des montages, Si, même si, si si, c'est on va Tom refaire un Hanks montage, qui est t'inquiète. refait à l'IA, On a les et fichiers, qui dit on va faire Kerr un a petit dit montage, que non. c'est Non. tout à fait bon. À toi, mon cher. Donc ta news, c'était que enfin tu disais que LeBron James était le GOAT. Très bien. Alors, petite news marrante, Netflix a officiellement envoyé son dernier DVD. Vous savez qu'à la base, Netflix était une société à qui on louait des DVD qui vous envoyaient par la poste et puis vous leur renvoyez. C'est fini. Visiblement, ils ont trouvé quelque chose de plus rentable. Comme augmenter les abonnements tous les trimestres. Exactement. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Deuxième info que je trouve assez sympa pour les fans des Monty Python. Sachez qu'il y a une série, entière donc de 6 épisodes qui a été retrouvée dans des archives et qui s'appelle The Complete and Utter History of Britain, donc l'histoire complète de Breton. Ou Britain, je crois que ça veut dire autre chose en anglais, et donc qui était donc une comédie anglaise et qui était écrite par des Monty Python. On parle de un peu la genèse de l'équipe. Et c'est une série de 1969, donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de récent. Et visiblement, c'est quelque chose qui est très régulier. Il y a beaucoup de séries ou même d'épisodes. Il y a des saisons entières où il manque des épisodes de séries anglaises. Et là, donc cette série a été retrouvée un peu in extremis et elle est diffusée sur ITV Premium. Donc ça n'existe pas en France, hein, je le rappelle. Mais si jamais vous êtes en Angleterre, eh bien vous pourrez, et que vous êtes fan des Monty Python, ça doit sans doute vous donner envie de chanter qu'il faut toujours regarder du bon côté de la vie et donner du sens à la vie de Brian. Est-ce que tu as d'autres news, mon cher Kerr ? Bah oui, mon cher Greg, puisque tu parles des Monty Python, c'est l'occasion pour moi de vous dire que cet été, j'ai vu une série qui est très dans l'esprit des Monty Python, qui est norvégienne, qui s'appelle Norsemen, qui en 3 saisons, elle est sur Netflix, et il n'y a pas de VF, donc, mais peu importe. C'est les Vikings en parodie, enfin une sorte de comédie. C'est désopilant, c'est cynique, c'est un humour que j'adore. C'est, je pense, la série depuis The Office qui se rapproche le plus de ce genre d'humour, quoi. Enfin, que j'ai pu voir. Et vraiment, j'ai passé un moment excellent devant cette série avec des personnages que j'adore. Et gros coup de cœur. Et ce sont les personnes, donc depuis, ils ont signé avec Netflix sur une série animée que je trouve moins réussie qui s'appelle Captain Fall, qui a aucune morale, mais alors vraiment aucune morale. Et
Et vraiment, Northman, sauter dessus, c'est vraiment super. J'enchaîne avec une news sur les Golden Globes. Et les Golden Globes, ils ont annoncé une nouvelle catégorie, mon cher Greg. Tu vas voir une catégorie surprenante, un peu catégorie Energy Music Awards, puisque ça va être il y a un Golden Globes de la meilleure réalisation ciné et box-office. En gros, seront éligibles uniquement les blockbusters et les films qui ont rapporté plus de thunes à travers le monde, et on récompensera donc le meilleur. Et logiquement, si on se base sur ce truc, pour les prochains Golden Globes, celui qui devrait logiquement gagner ce prix, ça devrait être Barbie, puisqu'il rentre complètement dans cette case-là. Donc c'est du coup l'opportunité pour les Golden Globes de donner un prix à des très gros films qui n'en auraient pas eu, comme un gros Marvel ou un gros Star Wars à venir, s'il y en a qui reviennent un jour. Voilà, donc pourquoi pas? Ça fait un peu, tu sais, comme les victoires de la musique et leur prix de chanson de l'année voté par le public. Bon, bah, c'est pour être un peu plus connecté, on va dire, aux grosses productions, voilà, à ce qui est mainstream. J'enchaîne avec une autre news, puisqu'on parle de mainstream. C'est le prix pas cher hein, qui est donné pour faire plaisir, qu'il a été donné, non? Exactement, c'est ça, t'as tout compris. Puisqu'on parle de grosses productions qui peut-être gagnera un Golden Globes, je vais parler de The Marvels, le prochain film Marvel qui sort en novembre, si je dis pas de bêtises, et qui va durer 1h45, mon cher Greg. On connaît donc la durée du film. Tu étais impatient, tu me l'as demandé plusieurs fois par SMS et sur TikTok aussi, et du coup je te la donne. 1h45, ça fait de lui le film le plus court du MCU. Et Bob Iger, il y a des rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes, mais Bob Iger aurait vu le film et il a demandé si on pouvait pas le faire en 1 minute 45. Et là ils ont dit no Bob, it's too short, the public don't come in the theaters. Enfin bref, faut que j'arrête de parler en anglais pour 1 minute 45. Mais 1h45, ça n'est pas un bon signe pour la qualité du film. Ceci étant dit, il y a des films. Alors vous allez me dire, oui, tu dis n'importe quoi, il y a des films d'1h30 qui sont excellents, etc. On est d'accord. Mais là, c'est plus le signe. On sent un signal un peu à la Justice League, vous voyez, qui devait être beaucoup plus long, qui a été raccourci à 2 heures. Là, The Marvels, c'est le plus court du MCU. Les premiers retours sont pas incroyables en interne apparemment. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça va donner. Et puisqu'on parle de Marvel, sachez qu'ils commencent à réfléchir. Là, ils sont en train de construire une équipe de scénaristes et à leur demander de bosser sur le film Marvel X-Men. Donc le retour des X-Men, mais sauce MCU. Voilà mon cher Greg, à toi. Et bah du coup, mon cher Kerr, il est temps de faire ma news d'après. Alors ma news d'après, c'est le retour de Julia Roberts. Alors vous allez me dire, souvent quand on dit retour, c'est quand quelqu'un a fait plusieurs films qui n'ont pas marché et ils essaient de se relancer. Il y a un petit peu de ça, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien. Ça s'appelle... et je vais vous en parler. Il y a, du coup, ça s'appelle Leave the World Behind, donc laisser le monde derrière. C'est écrit et réalisé par Sam Esmail, qui est donc le directeur et réalisateur et auteur. Et dans le film, il y a Ethan Hawke, Mahershala Ali. Je lui tue son nom, je rajoute des lalas à chaque fois. Et Kevin Bacon, qui va enfin pouvoir jouer un vrai rôle et pas lui-même. Kevin Bacon, le plus grand héros de la Terre. Et bien donc du coup ils vont être tous réunis dans un film sur Netflix. C'est un casting moi, qui me plaît très bien. On n'en sait pas grand-chose. C'est juste c'est un film sur une apocalypse. On va résumer ça comme ça. Et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, un beau casting et c'est toujours une bonne nouvelle. Et puisque tu parles, mon cher Greg, de films sur Netflix, sachez que le prochain film d'Elizabeth Olsen a été récupéré par la plateforme qui fait To Doom. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Il y a un film qui arrive, c'est le prochain film de Matthew Vaughn. J'avais envie de vous en parler, c'est le mec qui a fait Kingsman et Kick-Ass. Ça sort en France le 31 janvier. Je ne vous en dirai pas plus, pas de pitch,
et pas de casting, débrouillez-vous. Non, je rigole. Il s'appelle Argile et il a l'air très cool. C'est un mec qui fait de l'argile et non, pas du tout. C'est l'histoire en fait d'une autrice de romans d'espionnage qui tombe sur un. Alors c'est un peu compliqué. Hein, qui tombe sur un agent secret et qui lui explique que tout ce qu'elle écrit se réalise. Et au casting, Très, on très, a... très, très beau casting. Le trailer Alors, il y a un fait casting un de peu malade. peur, pour être honnête, mais très beau casting. Attends, je n'ai pas dit casting. Sam Rockwell en agent secret. Donc Dans déjà, Sam Rockwell vrai en agent secret. Parce qu'il y a des vrais et ouais, des faux. c'est le vrai. Il y a Henry Cavill En faux qui a une coupe agent de cheveux secret. improbable. Voilà. Bryce Dallas Howard, qu'on a vu notamment dans Jurassic World et dans les Shyamalan et qui a réalisé des belles choses, notamment certains épisodes de Mandalorian. Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, vous savez, c'est le mec qui joue un rôle dans Breaking Bad. John Qui Cena joue un prof et la dans Breaking chanteuse Bad. Dua Lipa. Voilà. Et le casting, moi, me fait rêver. Hein. Et le pitch ouais, aussi, mais la le trailer bande-annonce, est c'est beau. super fun. On va voir. Tu sais, il y avait un film qui était quasiment exactement pareil avec Sandra Bullock et dont le méchant était merde, comment ça s'appelle? J'arrive plus à avoir le nom. Le méchant était Harry Potter. Comment il s'appelle? Putain. Ah, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Et c'était pareil. C'était une autrice qui écrivait des trucs. Il se trouve que c'était lié à la réalité. Enfin, le pitch est extrêmement proche et le film était nul. C'est déjà venu plein de fois. Donc déjà, ça donne pas envie. Et de deux, c'est vrai que pour l'instant, le trailer n'est pas très 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 réussi, mais il y a un très beau casting. Et tu m'as trouvé le nom, mon cher Daniel? C'est ça. Les secrets de la cité perdue. Qu'est-ce que je me suis ennuyé dans ce film? Je te laisse continuer, mon cher Pierre. Eh ben, je vais vous faire maintenant peut-être ma news de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est une série que j'ai découvert cette année, qui date, hein, et qui est sans aucun doute ce que j'ai préféré regarder cette année. C'est Gomorrah, la série italienne, et sur la mafia à Naples. Et figurez-vous que Gomorrah va avoir, et c'est une excellente nouvelle si vous avez aimé Gomorrah, va avoir une série préquelle centrée sur le personnage de Pietro Savastano, qui est en gros le chef de la famille au pouvoir au début de Gomorrah. Et donc on le verra d'enfant jusqu'à devenir le big boss de Naples. On retrouve les scénaristes de Gomorrah aux commandes, c'est toujours adapté des ouvrages de Roberto Saviano. Donc voilà, et si vous n'avez jamais vu Gomorrah, mais je vous conseille de sauter sur cette série. J'ai mis beaucoup de temps à franchir le pas, mais alors vraiment, je ne regrette absolument pas, c'était génial. Only Murder in the Building a été renouvelé pour une saison 4 sur Hulu. Voilà, ça c'est fait pour ceux qui regardent la série avec Selena Gomez. C'est fait et je vais terminer, mon cher Greg, par un gros point sur Yellowstone. Enfin, gros, je vais essayer de faire le plus vite possible. D'abord pour vous dire que depuis que la série est sur Peacock, eh ben, son audience ne fait que croître, ce qui prouve à quel point la série de Taylor Sheridan est un carton aux États-Unis, hein, on peut vraiment le dire. Pour ceux qui analysent un petit peu les succès fous de séries aux US, bah, on a eu ces dernières années GOT, on a eu The Walking Dead, on a eu This Is Us en termes d'audience. Je pense que là, Yellowstone s'inscrit vraiment là-dedans aux États-Unis. L'audience est monstrueuse, la série très populaire, les spin-offs arrivent en chaîne. Et notamment, 1883 était excellent avec un casting de chanteurs et de chanteuses country qui jouaient excessivement bien, plus la révélation Isabelle May qui était bluffante aussi dans cette série que je vous conseille chaudement aussi. Donc, le succès de Yellowstone, c'est bien, mais il y a un gros mais sur Yellowstone et je vais vous expliquer tout ça. La série a beau être un immense carton, elle a pris fin. La saison 5 sera la dernière. Saison 5, dans la première moitié, a été diffusée, mais la seconde moitié n'a pas encore été tournée. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme bras de fer entre la prod et notamment le showrunner et créateur Taylor Sheridan et la star de la série, Kevin Costner. Il y avait des négociations qui étaient compliquées avec Kevin Costner pour le fait de le faire revenir, enfin pour qu'il fasse toute la saison 5 en fait. Il a annoncé que finalement il ne ferait pas la deuxième partie
Et du coup, ils ont écrit la deuxième partie de la saison 5 pour que lui et son personnage, du patriarche de la famille Dutton, ne soient pas présents dans la série. Ils ont même fait en sorte que dans la première moitié de la saison 5, ça se termine de manière à ce que son absence soit cohérente. Et finalement, Kevin Costner est revenu avec ses agents en disant bah non, finalement, je pourrais peut-être jouer dans la deuxième moitié. Ça négociait même pour une saison 6 et une saison 7. Et puis, on a appris de manière assez soudaine il y a quelques mois que Taylor Sheridan virait tout simplement Kevin Costner de la série et qui mettait même fin à la série avec la saison 5 et qu'il rempilait derrière avec une autre série qui serait une sorte de suite mais pas forcément avec les mêmes personnages, et qui, normalement, le personnage principal serait incarné par Matthew McConaughey. Donc, énorme casting encore. Sachez que dans un des spin-offs, donc 1923, le héros, c'est Harrison Ford. Donc, ils font pas les choses à moitié sur Yellowstone. Il faut dire que c'est un tel succès, et les séries de Taylor Sheridan ont souvent une tête d'affiche assez impressionnante. Dans Mayor of Kingston, le héros, c'est Jeremy Renner. Dans Special Ops Lioness, l'héroïne, c'est Zoé Saldana et rôle secondaire, Nicole Kidman. Donc, c'est du très lourd. Et là, en fait, on en sait plus sur le pourquoi de Kevin Costner est parti. En fait, Kevin Costner, il avait donc demandé un plus gros salaire, il avait demandé un calendrier de tournage beaucoup plus restreint pour pouvoir être avec sa famille, donc bon, ça ok, mais il avait surtout demandé à avoir un regard énorme sur le scénario, avec même une possibilité de droit de veto sur le scénario. Le scénario qui est aux commandes, c'est Taylor Sheridan. Ça, Taylor Sheridan a refusé catégoriquement. Il a estimé que Kevin Costner était allé beaucoup trop loin. Il y a un truc qui est intéressant, qui a été révélé par la presse américaine, c'est que dans le contrat de Kevin Costner, son personnage il ne peut pas mourir n'importe comment. Si par exemple ils sont amenés à tuer son personnage, Kevin Costner doit valider la raison. Donc ça c'est plutôt rigolo, il y a une clause. Et donc là encore il va y avoir des négociations parce que comment faire sortir Kevin Costner de la sortie, comment conclure son histoire alors que c'est quand même le héros de la série, et ben là ça va être un nouveau gros problème pour Taylor Sheridan sur Yellowstone. Sachez aussi que Kevin Costner, et ça a été très médiatisé, il est en plein divorce et lors du divorce, donc lors du jugement, il a pris la parole pour expliquer que la fin de Yellowstone avait été très dure, grosse perte financière pour lui, qu'il lui avait proposé moins de dollars et que ça ne lui avait pas convenu et que surtout au niveau créatif il ne se reconnaissait plus la série. Alors, là-dessus je vais pas lui donner totalement tort parce que je trouve que la saison 5 est vraiment en dessous de ce que proposait la série avant. Et je vous conseille, si vous n'avez jamais vu Yellowstone, sautez dessus, c'est vraiment une excellente série. Toujours est-il que Kevin Costner a dit qu'il allait du coup porter plainte contre la production parce qu'il estime qu'il y a un gros manque à gagner pour lui, surtout en pleine période de divorce. Voilà mon cher Greg pour Yellowstone. Alors, tu le fais un petit peu... T'en penses quoi ? Pendant que je n'étais pas du tout bien placé. Tu le fais un peu passer pour une diva dans ce que tu dis, ce qu'il est peut-être, mais il y a quand même un élément qui me paraît important. On parlait tout à l'heure de Community, où les scénarios arrivaient à la dernière seconde, et en fait ce que disait Kevin Costner, ou plus précisément ce que disaient les avocats de Kevin Costner quand ils ont dû expliquer lors du divorce, du coup le pourquoi ils avaient cessé de travailler ensemble, visiblement les scénarios arrivaient vraiment quelques heures, quelques jours avant le début de chaque scène. Et Kevin Costner disait qu'il avait, il savait pas quand il faisait une scène quelle allait être celle d'après, comment les lier, comment réfléchir à son rôle, et que c'était de plus en plus compliqué. Et il a dit que du coup, c'était assez logique puisque le showrunner avait, à un moment donné, il avait presque 5 séries à écrire vu qu'il refuse de déléguer le travail d'écriture. Donc effectivement, il n'a plus le temps de rien écrire et il a l'écriture de tous ses projets qui sont en retard. Visiblement, ils ont même prévenu... Je pense que c'est un poil excessif.
Il a combien de séries? Il avait effectivement 5 séries. Non. Là-dessus, t'as raison. Il a beaucoup de séries en cours. Mayor Kingston, Special Ops Lioness, il a Tulsa King, il a tous les spin-offs de Et Yellowstone. visiblement, On il est d'accord, il refuse doit être d'être aidé occupé. pour l'écriture. Il écrit tout. Oui, non, mais non, là-dessus, t'as raison. Quand je dis que c'est un poil excessif, c'est quand il dit qu'il reçoit tout au dernier moment et que Bah, il y a le il sait début pas de la où il va. dernière saison de Yellowstone, où visiblement tout le monde est arrivé en ville pour le tournage. Et ils leur ont annoncé que le tournage était décalé, que le début de la saison serait, enfin le début du tournage de la saison serait reporté parce qu'il n'y avait pas de script. C'est possible, mais après, il y a un truc quand même. En ayant vu la série, je pense que Taylor Sheridan sait où il va. Ah En mais tout cas, ça, c'est pas il fait le, pas le truc à c'est l'arrache. pas du tout dans ce qui est dit, mais c'est sûr que Oui. pour les équipes et dans le cas de Kevin Costner, des personnes qui ont d'autres tournages et ça enchaîne, si les tournages n'arrêtent pas de changer de date, qu'il n'arrive pas à se projeter sur le personnage, effectivement, à un moment, il peut prendre ça en grippe. Après, peut-être que c'est une diva, qu'au final, il va aussi Ouais. partir parce qu'il n'avait pas la marque de café qu'il voulait. Tout ça, c'est possible. Oui. Non, Mais mais c'est là, sûr que c'est le problème de quelqu'un, et c'est un problème qu'on connaît avec George R. R. Martin, c'est quelqu'un qui a un très gros succès, qui préfère, plutôt que de terminer son histoire, créer et agrandir son univers, et du coup ne passe plus de temps à l'écriture de son première œuvre majeure, quoi. Donc, enfin, pas que Yellowstone soit forcément une œuvre majeure, mais c'est un peu dommage. Et l'attrait du gain, le fait de flatter l'ego en disant qu'ils vont avoir plein de possibilités de faire des séries, d'autres séries, que ce soit pour Martin ou pour Sheridan, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils ne se concentrent pas sur leur projet pour en faire des grands trucs. Voilà. Mais je pense que je projette peut-être un peu trop de Martin sur ce sujet. Je te laisse la parole, mon cher. Mais tu sais, Sheridan, c'est devenu une vraie grosse machine. Mais Yellowstone, je pense, que c'est le top 1 là, actuellement aux États-Unis. Donc, Costner, il quitte vraiment une série. D'ailleurs, il l'a dit au tribunal. Ils m'ont dit que je pouvais pas quitter la série numéro 1. Il y a un truc quand même, moi, qui m'embête beaucoup avec ça, c'est que la carrière de Kevin Costner, elle était quand même euh, un peu au point mort, pour être gentil, et que là, Yellowstone l'a relancé complètement. Alors, je suis pas du tout Donc, d'accord. Dans Man of Steel, c'était le père de mais attends, Cavill. Man of Steel, c'était il y a combien Et d'années? c'était un rôle extrêmement important. Il était sur Non, mais au moins une quinzaine de mais minutes du film. il est important, mais Costner est passé de T'as Danse été dans avec les combien de loups. films une quinzaine de minutes, le père de Cavill, toi? Bah, zéro. Et moi? Bah, zéro. Donc, du coup, on ne peut pas dire que sa carrière était au point mort. Non. Après, Mais est-ce je qu'on veux en dire, avait envie? il est passé Non. de Mais en même Bodyguard, temps, Danse avec les loups et pas Danse avec les stars, à plus grand chose. Et là, vraiment, Yellowstone lui donnait un rôle majeur. Et je trouve qu'il est assez ingrat vis-à-vis de la série. Et c'est vraiment, en tout cas, dommage que ça se termine comme ça. Parce que si derrière, la prochaine série marche moins, ils ont tué une poule aux œufs d'or, hein, parce que là, et il y a un très gros casting aussi dans Yellowstone. Ça serait dommage qu'on perde les acteurs qui sont dans la série, hein. Cole Hauser notamment, Wes Bentley, Kelly Reilly qui joue très bien, même si elle m'agace dans la dernière saison. Donc non, vraiment là, c'est un beau gâchis, je trouve, ce qu'ils sont en train de faire sur Yellowstone avec cet embrouille. Voilà, mon cher Greg, à toi. eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo des news. Merci à toi, mon cher Kerr. Et évidemment, des bisous à tous. Merci aux tipeurs. Merci à ceux qui mettent des petits likes ou des commentaires. Ça nous aide. Et évidemment, merci à tous ceux qui m'ont dit joyeux anniv dans la dernière vidéo, enfin dans une des dernières vidéos. Des bisous. Ciao, ciao. À très vite.